Bienvenue au quatrième cours qui va porter sur les portées des éléments. Donc, aujourd'hui, j'ai une question qui dit est-ce que la matière d'aujourd'hui, c'est la dernière notion avant l'intra? Non. Le prochain bloc de matière sur les chaînes de caractères va aussi avoir incidence sur l'intra. C'est une plus petite partie, donc c'est pas un gros bloc de matière, là, mais on s'attend à ce qu'on soit capable de minimalement utiliser qu'est-ce qu'on va voir aussi la semaine prochaine. Parfait. Donc aujourd'hui, on regarde les principes de portée. Donc on avait regardé la semaine passée sur les principes de durée de vie, puis les différents mécanismes qui viennent en sorte avec les sous-programmes. On va en voir quelques autres aujourd'hui. Donc, on avait déjà parlé de la durée de vie des variables, puis de la portée des différents éléments. Puis là, on va voir qu'on peut modifier la portée d'un élément ou de sous-programme qu'on va utiliser. Donc, le principe de portée, c'est où je peux utiliser l'élément en général. Donc, si on regarde qu'est-ce qu'on connaît déjà, on a le principe de nos sous-programmes. OK? Donc, quand j'exécute ça, tout ça, c'est fonctionnel. Donc, il n'y a rien de nouveau ici. Puis, on avait vu qu'à l'intérieur des sous-programmes, si j'essaye d'exécuter celle-ci, donc ici, on ne va pas oublier notre gentille option explicite. Donc, si j'essaye de modifier la portée, si j'essaye d'exécuter ce sous-programme-là, on va voir que le X est en dehors de sa portée et ne peut pas être utilisé. Donc, on a ici une variable qu'on dit qui a une portée locale au sous-programme. Donc, le principe, c'est que quand j'utilise le dim, les différents éléments sont seulement disponibles à l'intérieur du sous-programme. Donc, on va voir qu'il y a d'autres éléments qui peuvent avoir une portée, donc qui peut être utilisé à différents endroits, puis on va voir comment représenter ça dans nos différents programmes. Donc, si ici je me crée un deuxième module, on va se créer un deuxième module. En passant ici, les différents noms des modules, on peut les modifier. Okay? Donc, si on regarde, on a une fenêtre de propriété qui existe en bas à gauche. Si elle n'est pas visible, vous pouvez aller dans votre onglet d'affichage, votre onglet de View, et aller dans le Properties Window. Okay? Donc, ça va faire apparaître cette petite fenêtre-là. Puis à l'intérieur, on a ici le nom du module qu'on peut modifier. Ici, c'est parce que je suis en train de rouler quelque chose. Ici, puis mettons, on peut l'appeler comme ça. OK? Donc, on est capable d'avoir différents modules avec différents noms. Donc, ça, vous allez voir ça dans le travail pratique. On vous indique les différents sous-programmes, il faut qu'ils soient dans quel module. Donc, faire attention de bien présenter les sous-programmes dans les bons modules. La deuxième chose, c'est si je m'en vais dans un deuxième.
et que j'essaye de exécuter un sous-programme qui existe à l'intérieur d'un autre de mes modules. Donc ici, j'ai un sous-programme qui s'appelle extension portée. Puis à l'intérieur, j'utilise mon portée locale que j'ai créé dans mon autre module. Donc, qu'est-ce qui va arriver quand je vais essayer de faire ça? Ça va tout simplement fonctionner. Oups, il faudrait que je mette mon curseur à l'intérieur. Donc, ça va appeler mon autre sous-programme. Tout ça va fonctionner normalement, sans problème, parce que, par défaut, on dit que la portée est publique entre les différents sous-programmes. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça veut dire que les différents modules vont être capables de communiquer entre eux. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être une autre version possible que la portée publique. Donc, Monsieur, oui. je voulais savoir, quand tu dis de créer plusieurs modules, ça veut dire que je peux pas juste commencer sur une page blanche puis je fais tous mes exercices sur la même page? Ben, pour les, mettons pour des exercices, c'est complètement correct, mais pour le travail pratique, on vous demande de créer les différents sous-programmes dans différents modules pour bien comme séparer les utilisations à l'intérieur de notre programme. Okay. Est-ce que c'est possible de revoir ça, s'il vous plaît? Mm-hmm. Donc ici, on peut créer un nouveau module avec le Insert Module. Okay. Puis une fois qu'on a créé les différents modules, tu peux double-cliquer dessus. C'est comme différents fichiers qui vont avoir les différentes parties de ton programme. Puis après ça, tu peux changer le nom de ton module à partir de la fenêtre de propriété qui est en bas à gauche dans l'éditeur VBA. OK. Puis ça change le nom du module. Donc, quand on regarde l'énoncé du travail pratique, mettons ici, on regarde n'importe quel sous-programme, on indique dans quel module ce sous-programme-là devrait se situer. Et voilà. Excellent. Donc, on avait le principe de portée, qui me permettait de... Est-ce que ça répond à ta question? C'est bon? Oui, ça... Excellent. Donc, on avait la portée qui est publique par défaut, puis qui nous permettait d'utiliser des sous-programmes de d'autres modules. Donc, ici, je peux exécuter mon portée locale, qui existe dans un autre module sans problème. La portée est publique, puis la portée, c'est quelque chose qu'on peut écrire en avant des autres informations qu'on utilise habituellement. Donc, on peut ici avoir le mot-clé public qui existe ici. Donc, c'est quelque chose que vous avez peut-être pu voir dans les solutions. C'est un élément facultatif. Par défaut, quand j'écris rien, c'est comme si j'avais écrit public. Fait que quand c'est public, ça me permet de l'utiliser entre les différents modules. Fait que là, la question, c'est OK, ben si c'est pas public, c'est quoi que je peux mettre à la place de ça? On va voir qu'on peut utiliser le private. Donc, on a le public par défaut, mais on peut aussi utiliser le private qui va me permettre de barrer l'utilisation de différents sous-programmes. Donc ici, quand j'essaie d'exécuter ça, ça va me dire « Hey, portée locale, je ne sais pas où trouver ça. Je ne la trouve pas dans la portée publique à laquelle j'ai accès. » Pourquoi est-ce qu'on veut gérer ça comme ça? Pourquoi est-ce que ça serait utile de faire ça? Quand on commence à travailler sur des projets d'envergure, le principe, c'est qu'on veut limiter le plus possible les choses qui sont ouvertes à tout le monde. Okay? Donc, plus tu as de surface de travail, plus tu as de chances de créer des bugs, plus tu as de chances de faire des erreurs. Okay? Fait que un des grands principes de la conception en programmation, c'est vraiment de limiter la surface de problèmes possibles. Donc, en limitant les différents sous-programmes qu'on a accès à tout moment, ça nous permet de
ne pas avoir à faire attention à tous les noms qu'on a dans notre projet ou des choses comme ça. Donc, on va des fois vous demander d'avoir des sous-programmes qui sont privés. Donc, par défaut, si ce n'est pas spécifié, c'est public. Puis quand j'ai quelque chose de spécifique qui doit être privé, ça va être indiqué dans l'énoncé de travail. Parfait. Donc, si l'énoncé mentionne pas que ça doit être public ou privé, c'est quoi qu'on met par défaut? Public? Public. OK. Parfait. Donc, on peut avoir des modules qui sont publics ou privés. Puis, on peut aussi avoir, en fait, des variables qui sont publiques ou privées au module. Donc, le DIM, c'est en gros une portée locale, mais je peux déclarer des éléments qui vont être privés ou publics au module. Puis, dans ce cas-là, si on essaye ça, donc j'ai un premier ici qui va tester la portée locale, ça marche encore. Puis, quand je vais essayer celui-là ici, ben lui aussi va marcher. Donc, le principe, c'est qu'on peut avoir des variables qu'on dit globales à notre module qui vont pouvoir être utilisées entre les différents sous-programmes. Je vous montre ça pour vous dire que c'est interdit dans le cours. Donc, si tu mets ça dans un de tes travails, je pense que tu perds le quart de tes points du travail au complet immédiatement. Donc, je vous le montre pour vous dire qu'on n'a pas le droit. Le principe ici, c'est que c'est un outil qui peut être bien utilisé, mais qui est un attrape-nigo pour des débutants. Donc, c'est un peu le même principe. Souvent, je parle d'un piège à ours. Donc, le principe, c'est quand tu vas à la chasse, d'apporter un piège à ours, c'est un outil qui peut être utile. Mais la première fois que tu apportes ton enfant à aller à la chasse, tu lui donnes pas le piège à ours la première journée. Tu lui dis, c'est moi qui garde ça, on en a peut-être besoin, mais c'est pas toi tout de suite qui va l'utiliser. Quand tu vas mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, on va peut-être pouvoir le sortir de la cabine. Fait que pour l'instant, on apprend que ça existe pour savoir qu'on n'a pas le droit de faire ça, puis qu'on ne peut pas les utiliser dans nos programmes. Donc, c'est pas une bonne méthode de travail. Par contre, quand on arrive au genre de problème qui pourrait être réglé par des variables globales, on va avoir un autre mécanisme qui va nous permettre de travailler avec ça. Donc, on va voir le principe de passage par référence. Avant d'arriver à là, on va se faire un petit rappel sur le passage par valeur qu'on a vu la semaine passée durant le cours. Fait qu'on avait vu la semaine passée qu'on pouvait écrire ici du by val, donc un passage par valeur, qui me permettait de recevoir des informations. Puis, quand venait le temps d'utiliser ce sous-programme-là, je pouvais envoyer une valeur qui va être envoyée ici, qui va être assignée à ce paramètre d'entrée-là, puis qui va être ensuite utilisée à l'intérieur de mon sous-programme. Donc ici, le principe fondamental, c'est que je peux appeler mon sous-programme, envoyer le paramètre d'entrée, puis le paramètre d'entrée est affiché. C'est pas un problème. OK? Si on fait ça avec une manière un petit peu plus fancy. Donc, j'ai une variable x, j'assigne x à 5, puis après ça, j'envoie x ici, mais on a appris que ce n'est pas x qui est envoyé. Donc, même si ça affiche le 5, ce n'est pas le x qui est envoyé, c'est la valeur. Donc, le passage par valeur, c'est la valeur de x. Ça veut dire ici que même si j'essaye de modifier x,
le x qui est ici ne sera pas modifié par l'envoi du 5, okay, qui est ensuite travaillé ici. Le x qui est le byval ici n'est aucunement relié au x que j'ai déclaré ici, même s'ils ont le même nom de variable. Donc, on va prouver ça. Le premier message box à l'intérieur utilise, mais en sortant, le deuxième message box va garder la valeur, même si le x qui était à l'intérieur de portée locale aurait été modifié. Donc, c'est là qu'on a parlé de la durée de vie des variables, puis que le x qui existe ici existe seulement durant l'exécution de du sous-programme. Puis une fois le sous-programme terminé, quand on ressort, on revient dans notre ancien environnement qui a seulement l'ancienne valeur à l'intérieur. Ça nous permet de faire des choses aussi comme ça, où je peux faire une expression quelconque qui va être calculée, puis c'est ça qui va être envoyé dans mon paramètre par valeur. Après ça revient au x standard qui a, encore une fois, pas été modifié. Fait que ce qu'on va voir, c'est comment ne pas faire ça, comment faire l'inverse. Donc, le principe du passage par référence, c'est de dire, à la place d'envoyer la valeur qui est dans x, je vais littéralement envoyer la variable x que tu vas pouvoir utiliser. Donc, comment je fais pour utiliser le passage par référence à la place d'utiliser le byval? Je vais utiliser le byref qui va me permettre de dire je reçois la référence ici, puis je l'utilise à l'intérieur. Si je fais des modifications ici, ça va avoir des répercussions sur la variable que j'ai envoyée. Donc, si on regarde ici, on peut travailler avec ce principe-là où on a le 5 initial que j'ai envoyé, mais en sortant de là, le deuxième message box affiche le 10. Pourquoi? Parce que ici, j'ai envoyé la variable x au complet, okay, pas juste sa valeur. Fait que quand je l'ai modifié ici, ça a pris la nouvelle valeur, ce qui a aussi changé celle-là quand je suis revenu pour appeler le message box x. Donc, le passage par référence va me permettre d'envoyer des variables et de modifier ces variables-là dans différents sous-programmes. Ce mécanisme-là est utilisé quand on veut avoir un sous-programme qui va avoir plusieurs réponses à retourner. Donc, si on se fait un petit exemple, donc ici, je me crée un sous-programme que je veux inverser le contenu de deux variables. OK? Donc, je me crée ici un deuxième sous-programme. Puis ici, on va voir aussi une deuxième propriété des... Wow. Calm down. Merci. Une deuxième propriété du byref. Donc, le principe ici, c'est que je vais être capable d'envoyer ces deux variables-là. Puis, j'aimerais ça ici voir... Oups, il faudrait que je mette deux valeurs différentes. Donc, j'ai dans mon X, j'ai le 10, dans le Y, j'ai le 20. Puis, en sortant de ça, j'aimerais ça que dans le X, il y ait 20, puis dans le Y, il y ait 10. Donc, pour être capable de faire ça, je vais modifier ici les différentes variables. Pour faire ça, on a besoin d'une petite variable temporaire
qui va recevoir le contenu de A. Et A va recevoir le contenu de B. Puis B va recevoir le contenu de la variable temporaire. Donc ici, c'est juste un tour de chaise musicale. Puis pour pas qu'il y ait personne qui se retrouve sur le derrière, on a besoin d'une troisième chaise, qui est notre variable temporaire. Ici, qu'est-ce qui est intéressant dans cet exemple-ci? C'est que j'ai deux variables ici, x, y. Puis quand j'envoie ces différentes variables-là, ce n'est pas les mêmes noms qui sont utilisés à l'intérieur du sous-programme. Puis ça ne va avoir aucune incidence sur notre travail. Donc, quand on envoie des variables, c'est l'ordre des paramètres qui est important. Donc, le x va être assigné dans A, puis le y va être assigné dans B. Fait que n'importe quelle modification que je fais sur B va avoir une répercussion sur mon y. Fait que quand j'essaye ça, il faudrait que je la tape correctement. Quand j'essaye ça, on peut voir ici que le premier message box est 20, puis le deuxième message box est 10, comme prévu par rapport à qu'est-ce qu'on voulait afficher. Parfait. Fait que le principe de ByRef, c'est quand j'ai plusieurs éléments à travailler puis avoir des réponses dans ces éléments-là, je vais être capable d'utiliser ça à la place d'une fonction habituellement. Donc habituellement, le ByRef est utilisé avec des subs dans lesquels on place les différentes réponses qu'on veut avoir. Je voulais savoir, quand on dit dans un travail pratique, mettons qu'on dit tu dois créer un sous-programme, puis tout ça, genre, puis il faut utiliser le byval. Donc, il ne mentionne pas qu'il faut utiliser une fonction. Dans le fond, on a le choix entre utiliser byref et byval pour faire une fonction, ou c'est strictement un sous-programme comme tu viens de faire? Ici, quand on te demande de créer un sous-programme, pour savoir si tu as besoin de faire un sub ou une function, tu vas regarder est-ce que ça a un retour. Donc, le retour doit obligatoirement utiliser une fonction. Ceux qui n'ont pas de retour vont être des procédures, vont être des subs. Ok, c'est bon. Merci. Aussi, Hugo, pour... oui. Aussi. Et cela voudrait dire qu'on ne peut pas utiliser un byref dans une fonction. Ça ne va pas marcher. Oui, ça va marcher. Ça va marcher. Habituellement, la fonction va envoyer une information, mais le byref va être utilisé pour en recevoir ou renvoyer une deuxième information utile à notre programme. En fait, on a un exemple de ça dans le sous-programme. Un des derniers sous-programmes que vous allez à faire. On a un exemple ici. Donc, en passant, le principe, c'est par défaut, un peu comme un public. Okay? Si on ne dit rien, c'est que c'est public. Puis si on ne dit rien dans les paramètres, c'est que c'est byval. Fait que quand on a ici dans la liste des paramètres, parfois, on va vous indiquer que c'est par référence. Donc ça, c'est indicatif qu'il faut utiliser un byref qui va être capable de recevoir un élément. Mais on peut voir ici qu'on a un retour, puis on a un paramètre par référence. Ça, c'est un indicateur que c'est donc un sous-programme qui va avoir un byref dedans, mais qui va être une fonction, parce qu'on a le retour. Les constantes, là, est-ce que j'ai remarqué que toi, tu les mets privées. Est-ce que je peux les mettre privées ou il faut les mettre publiques? Si ils vont être utilisés à l'intérieur d'un seul module, tu veux qu'ils soient privés. Si il faut qu'ils soient utilisés avec différents modules, il faut qu'ils soient publics. Donc, en gros, la bonne pratique, habituellement, c'est que tu les mets privés par défaut. Puis si à un certain moment, tu commences à écrire, puis ton programme ne marche pas parce que c'était pas disponible, tu tournes public. C'est bon, merci. Parfait. On s'en va sur notre prochain point de la journée, qui est le principe de validation. OK? Donc, non, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser dans le premier travail pratique. Ce que je veux vraiment parler, puis la partie importante, c'est le principe de test. Donc, faites attention. Dans le travail pratique, on vous demande d'écrire des tests
pour tous les sous-programmes qui contiennent des exemples. OK? Donc, faire attention. Vous devez faire l'implémentation qui doit faire l'implémentation d'un test qui doit être accompagné de valeurs. Juste un instant. C'est toi qui as le host sur la réunion. Nadia devrait l'avoir aussi. Elle devrait être capable de faire reclaim host. Pas le... Je vais vérifier. Attends. Ton micro, Hugo. Non, c'est... Elle a comme elle est dans la liste de hosts possibles, fait que c'est pas... J'ai presque fini mon cours, au pire je vais pouvoir... Pardonnez-moi. Problème technique. Donc, oui, je voulais parler des tests. Donc, dans les instructions, on demande un test pour chaque sous-programme qui a des valeurs de test avec. OK? Donc, pour chaque sous-programme qui a une petite boîte comme ça qui vient avec, là, il faut avoir un sous-programme de test qui va implémenter ces tests-là. Donc, le principe de test, c'est en gros qu'est-ce qu'on vient de faire ici, qui va me permettre d'afficher le résultat qu'on va avoir. Donc, habituellement, si, admettons... Tu devrais avoir un bouton, tu devrais avoir la possibilité de reclaim host. On devrait être capable de avoir, mettons, une fonction, puis ici, on se fait, mettons, T'as-tu le code? Il est censé avoir un mot de passe pour pouvoir reclaim le host. c'est un bouton dans le More, moi, que j'ai. Ça, il demande un mot de passe. Ça me demande un mot de passe. Ok, attends, je vais regarder ça. Faites note dans la liste des hosts possibles, mais deux minutes là, on cherche. Peux-tu mettre moi? Ah oui, sûrement. C'est pas mon adresse ETS Montréal, par exemple. Ok. C'est... Non, c'est sûr que non. Ouais, non, ton compte n'est pas licencié pour avoir ça. Là. C'est juste le sien qui l'est. Ouais. Nadia, tu viens C'est moi connecter ou avec Sagel, ton compte de... Juste un instant. Parce que ça, c'est connecté sur son compte de l'UQAM, ça va faire ça, par exemple. Il faut qu'elle soit connectée sur son compte de l'ETS. Ouais, c'est ça. OK. OK. Donc, pour le test, pardon. Et, ça va être des doubles, ces affaires-là, en fait. Puis on a vu que c'est Hey, t'as le simple. host. C'est bon? J'ai rien fait. Fait qu'on a une petite fonction ici, puis on veut se créer, OK, un test qui va venir avec ça. Fait que les tests, ça va toujours être dans des procédures, habituellement, pour être capable de le rouler, l'exécuter, voir qu'est-ce qui se passe. Habituellement, on lui donne toujours un nom qui a soit test avant, soit test après, le nom de la fonction pour être capable de le retrouver facilement. Puis, on va être capable de tester plusieurs éléments à l'intérieur. Donc, ici, on peut avoir des valeurs que tu mets dynamiquement, mais quand on veut avoir, mettons, une série de tests, admettons ici, je demande de tester
mettons que j'ai ces 3 tests-là à tester. Puis là, j'aurai ici des airs qui seraient avec. Ici, c'est divisé en 2. En fait, plein. Non, ça va être terrible. OK. Ici. Ça, 26. vous pouvez séparer 26. complètement le travail. C'est-à-dire que quelqu'un s'occupe de telle fonction, quelqu'un d'autre s'occupe de telle autre fonction, puis vous les mettez ensemble à la fin. Ouais, 13. 13. Pas 26. J'étais comme 26, c'est trop grand. C'est divisé en 2. Fait que on veut tester ces éléments-là. Fait que ce qu'on va avoir, c'est des appels de notre fonction avec les différentes réponses, puis on va vouloir tester ces différentes réponses-là. Fait que ici, je vais me faire, mettons ici, un dim. OK, réponse as double. Puis à partir de là, on va avoir des tests qui vont tester notre résultat. Pour les tests, okay, on n'a pas besoin d'avoir de la présentation, pas besoin de commentaires, parce que c'est juste des tests avec des valeurs précises. Okay, même principe, pas besoin que ce soit des constantes à l'intérieur de tests. On peut directement avoir juste nos différents appels. Ici, je vais tester 5 et 4. Puis là, ici, je peux faire test 1. Dans le fond, là, quand tu fais ton test, tu fais pas d'entrée de valeur pour que tu puisses rentrer, mettons l'année, rentrer le mois, puis que ça va te dire le mois que tu as rentré, c'est l'année que tu as rentré, c'est bissextile. Dans le fond, les valeurs sont déjà là. Exact. Ça fait juste comme un genre de boucle. Ben, c'est juste un test statique qui me permet de voir rapidement est-ce que ça me donne la bonne réponse. OK. Donc ici, oups, il me manque un espace. On peut voir ici, je prends le résultat, je l'affiche, puis j'affiche aussi le résultat que je m'attends pour ce cas-là. Donc ici, j'ai le test, OK, on a l'élément. Puis après ça, je peux faire ça pour différents tests. Puis là, je peux tester mes différents cas, où c'est que j'ai 3 puis 8. Je sais que ça devrait être 12. Puis j'ai 4 et 6.5. Ça devrait être 13. Fait que là, quand je roule ça, j'ai le test 1, le test 2, le test 3, puis tout est beau. On peut aussi se simplifier la vie. Où je vais utiliser mes connaissances de chaîne de caractères pour juste avoir une boîte de messages. Fait que je peux avoir ici un VB CARLF pour avoir ça sur une ligne différente. Fait que si j'ai un test, okay, qui va rouler mes 3 tests d'un coup. Oh, j'ai oublié de numéroter mes tests correctement. Fait que j'ai mes 3 tests, okay, qui m'indiquent qu'est-ce que je devrais avoir, comment je devrais les avoir, puis là je peux voir est-ce que ça fit ensemble. Si tout ça c'est beau, je sais que ma fonction est fonctionnelle, puis je peux continuer mes affaires. Excellent. Donc, Monsieur, oui. pourquoi dans la première, vous n'avez pas mis chaîne est égal à chaîne?
Comme dans les deux autres. Ici, on veut construire une chaîne de caractères qui va avoir comme les 3 lignes de texte à l'intérieur. Fait que la première fois dans chaîne, on n'a rien d'important. Fait que quand on n'a rien d'important, je peux juste écraser qu'est-ce qui était déjà, c'est le rien, puis dire ça devient ma chaîne comme initiale. Mais là après ça, pour les autres, je veux ajouter à la chaîne déjà existante. Fait que je dis prends qu'est-ce qui était déjà existant et colle-y ces éléments-là par la suite. OK. OK, parfait. Merci beaucoup. Excellent. Donc, ça fait le tour de qu'est-ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Pour se pratiquer, j'ai évidemment des petites séries d'exercices que vous pouvez faire, mais je peux très bien comprendre si vous gardez ça pour du temps personnel puis que vous voulez utiliser le plus possible le temps d'aujourd'hui pour travailler en équipe. Donc, le restant de la période va se transformer en laboratoire pour être capable de travailler ensemble. Je veux que vous ayez le nom de vos équipes, en fait, votre numéro d'équipe en avant de votre nom. Ça va me permettre de vous séparer dans des salles pour vos équipes. Est-ce qu'il y a du monde qui ne sont pas encore en équipe et qui voudraient être en équipe? Donc, vous pouvez cliquer sur le « Yes » ou parler dans le chat pour essayer de vous retrouver, pendant que je suis en train de déplacer vos différentes équipes.